Ce matin-là, à Ouagadougou, la chaleur étouffante montait lentement, enveloppant la ville dans un calme particulier. Rien ne laissait présager le bouleversement à venir. À 10h, cependant, un communiqué de presse du bureau présidentiel brisa ce silence. Le Burkina Faso venait de déposer une plainte officielle auprès de la Cour pénale internationale accusant le président américain Donald Trump de préparer une intervention militaire illégale contre le Venezuela. C'était une démarche sans précédent pour un pays africain. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, n'a pas prononcé un mot supplémentaire ce jour-là. Le message, porteur de vérité, était déjà lancé. Le dépôt de plainte du Burkina Faso devant la Cour pénale internationale a provoqué une onde de choc dans les milieux diplomatiques. Aucun pays africain n'avait jamais entrepris une telle démarche contre une grande puissance. Ce geste audacieux d'Ibrahim Traoré et de son gouvernement n'était pas seulement un acte juridique, c'était un signal fort. Le Burkina Faso, malgré ses ressources limitées et sa position géopolitique marginale, a défié l'ordre mondial établi. L'enjeu était clair, remettre en question la domination des puissances occidentales et l'impunité de leurs actions militaires. Pour Traoré, l'affaire n'était pas seulement une question de défense des intérêts du Venezuela, mais de sauvegarde de la souveraineté des nations. En déposant cette plainte, il ouvrait la voie à un nouveau paradigme où les nations du Sud, longtemps ignorées, pouvaient utiliser le droit international comme un levier pour contester les actions des puissances impérialistes. La vérité n'était plus un simple argument, mais un outil stratégique puissant dans le domaine de la diplomatie et de la justice mondiale. 3 semaines avant le dépôt de la plainte, Ibrahim Traoré était dans une salle de commandement faiblement éclairée, observant les images en direct de drones survolant le Venezuela. Sur l'écran, des navires de la marine américaine étaient clairement visibles, naviguant près des zones maritimes riches en ressources naturelles. À première vue, cela semblait n'être qu'une simple démonstration de force, une manœuvre pour dissuader Caracas. Cependant, pour Traoré, un homme familier avec les tactiques militaires et les subtilités de la diplomatie internationale, cette démonstration avait une signification bien plus inquiétante. Ce n'était pas seulement un acte de présence, c'était le prélude à une opération militaire. Traoré savait qu'en examinant les communications interceptées, il découvrirait des mémorandums internes et des directives logistiques indiquant des intentions beaucoup plus graves, une attaque coordonnée contre les intérêts stratégiques du Venezuela. Ce fut à ce moment précis que le président burkinabé comprit l'urgence de la situation. Le monde était trop occupé par des enjeux économiques et technologiques pour remarquer ce qui se passait dans la région. Pourtant, Traoré avait vu les précédents, la Libye, le Mali et les autres interventions militaires américaines en Afrique et au Moyen-Orient. L'histoire semblait se répéter, mais cette fois-ci, ce serait le Burkina Faso qui défendrait la souveraineté de ses voisins et de toute une région. En prenant l'initiative, Ibrahim Traoré ne se contentait pas de défendre un petit pays en dehors du radar mondial. Il prenait une position qui changerait les règles du jeu. La démarche de Traoré s'ancrait dans un contexte géopolitique bien plus large. Le Sahel, cette région déjà déstabilisée par les conflits et les interventions étrangères, était devenu un terrain de lutte pour les ressources naturelles et la domination des puissances mondiales. Traoré savait que si l'impérialisme passait inaperçu dans cette partie du monde, il finirait par se répandre à travers le reste de l'Afrique. Le dépôt de la plainte ne serait que la première étape d'une lutte plus vaste pour redéfinir la relation entre les nations du Sud et les grandes puissances impérialistes. Le dépôt de la plainte par le Burkina Faso eut un impact immédiat. Bien que le monde entier n'ait pas immédiatement compris la portée de cette action, les répercussions sur le terrain furent rapidement visibles. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré ne se contenta pas de déposer un dossier juridique. Il créa un groupe de travail composé de juristes africains et latino-américains pour examiner les violations des lois internationales. Ce groupe, opérant sous une confidentialité stricte, commença à compiler les preuves accumulées à partir de satellites et d'interceptions militaires. Ces éléments, qu'il qualifia de preuves irréfutables, étaient des éléments essentiels qui permettraient de prouver la culpabilité des États-Unis dans leurs intentions impérialistes contre le Venezuela. La première réaction mondiale fut de la méfiance, voire du cynisme.
Beaucoup considéraient l'initiative comme une tentative symbolique d'un petit pays cherchant à attirer l'attention internationale. Les États-Unis et leurs alliés minimisèrent ainsi l'incident, le qualifiant de simple posture politique d'un régime africain isolé. Cependant, Traoré, conscient de l'histoire, savait que le simple fait de poser un précédent juridique suffisait à semer les graines d'un changement durable. Dans les coulisses, une autre dynamique prenait forme. De nombreux petits pays, généralement ignorés dans les affaires internationales, commencèrent à suivre de près le cas du Burkina Faso. Le message était clair. Si le Burkina Faso pouvait prendre une telle position, d'autres nations pouvaient, elles aussi, utiliser la loi pour défendre leurs droits et leurs ressources naturelles. C'était un premier pas vers un rééquilibrage des relations internationales où le droit et non la force dictait la souveraineté. Après le dépôt de la plainte, la situation entra dans une phase d'escalade rapide. Le monde n'avait pas encore mesuré l'ampleur de l'initiative de Traoré, mais les États-Unis, déjà affectés par cette action inattendue, commencèrent à réagir. Le gouvernement américain, soutenu par ses alliés européens, tenta d'étouffer le scandale, qualifiant l'action du Burkina Faso de manœuvre politique et de théâtre diplomatique. Cependant, cette tentative de discréditer l'initiative ne fit qu'attiser les tensions et attirer davantage l'attention mondiale. Le message de Traoré était désormais plus clair que jamais. La vérité ne se cache pas sous des jugements hâtifs ni sous des attaques médiatiques. Derrière les murs de la diplomatie, une véritable guerre de l'information se déroulait. Les États-Unis, dans une tentative de sauver leur réputation, se tournèrent vers les Nations Unies. Mais là aussi, ils se heurtèrent à une résistance inattendue. Plusieurs petits pays, souvent relégués au second plan sur la scène internationale, prirent position en faveur de la plainte déposée par le Burkina Faso. Timor-Leste, la Bolivie et d'autres nations solidaires ont demandé une séance d'urgence pour discuter des implications juridiques de l'attaque militaire en dehors des zones de guerre formelles. Bien que cette demande fût symbolique, elle marqua un tournant dans la perception du conflit. À l'intérieur des couloirs de la Cour pénale internationale, la plainte burkinabé se frayait lentement un chemin vers l'examen officiel. Chaque page de la plainte devenait un document historique, rédigé avec une précision juridique qui laissait peu de place à la contestation. Les preuves de l'intervention militaire, bien que largement ignorées au début, commencèrent à trouver un écho dans les cercles juridiques internationaux. Les données satellites montrant les déplacements des navires américains dans des zones contestées, les contrats financiers confidentiels et les mémorandums internes des entreprises militaires privées américaines s'accumulaient. Traoré, quant à lui, restait calme. Il comprenait que la bataille juridique ne serait pas rapide, mais il savait aussi que le temps jouait en sa faveur. Il avait déjà anticipé les réponses diplomatiques de Washington et avait préparé son équipe à répondre à chaque attaque. Il ordonna la publication publique des preuves rassemblées, en plusieurs langues, pour garantir que les informations atteignent le plus grand nombre possible. Un site web fut mis en ligne, expliquant les fondements de la plainte et la manière dont la communauté internationale devait réagir face à une telle agression. Le moment crucial arriva lorsque, en septembre 2025, la Cour pénale internationale annonça qu'elle ouvrirait une enquête sur le dépôt du Burkina Faso. Cette décision fut une victoire pour Traoré, mais elle ne signifiait pas la fin de la lutte. Au contraire, elle marquait le début d'une nouvelle ère, celle où les petites nations du Sud pouvaient se lever et défendre leurs droits devant la communauté internationale. Pour Traoré, le dépôt de la plainte n'était qu'une première étape dans un processus plus vaste, celui de la construction d'une justice mondiale plus équilibrée, où la force militaire cesserait d'être l'outil privilégié pour imposer des décisions. Mais les États-Unis, de plus en plus gênés par l'impact mondial de l'affaire, intensifièrent leurs efforts pour isoler le Burkina Faso. Le département d'État américain lança une série de déclarations dénonçant l'action de Traoré comme une tentative de déstabilisation. Cependant, la pression diplomatique n'avait aucun effet sur le président burkinabé. Au contraire, elle renforça sa détermination. Il savait que ce qu'il avait commencé n'était pas seulement une réclamation contre une injustice particulière, mais un appel à redéfinir la place de l'Afrique dans l'ordre mondial. La publication des preuves par le gouvernement burkinabé eut un effet immédiat et dévastateur. Les documents confidentiels, une fois révélés,
démontrait clairement l'intention des États-Unis de mener une opération militaire contre le Venezuela sous couvert d'une prétendue intervention pour protéger des ressources stratégiques. Les contrats financiers entre des entreprises militaires privées américaines et des entités vénézuéliennes, ainsi que des mémos internes détaillant les mouvements navals, firent l'effet d'une bombe. Ces documents, soigneusement compilés et publiés, ne laissaient aucun doute sur la nature de l'agression à venir. Les juristes et les experts internationaux qui analysaient ces preuves commencèrent à s'interroger sur les implications de cette action. La question se posa, si une grande puissance comme les États-Unis pouvait se permettre une telle agression sans conséquence, qu'en serait-il des petites nations et de leurs droits ? Les soutiens à la cause du Burkina Faso se multiplièrent. De nombreux avocats, activistes des droits humains et chercheurs en droit international commencèrent à voir dans cette affaire une opportunité de remettre en question l'impunité des grandes puissances. En Afrique, les communautés ont suivi de près l'évolution de l'affaire, et la solidarité s'est intensifiée au fur et à mesure que de nouveaux détails étaient révélés. Cette mobilisation a renforcé la position de Traoré sur la scène mondiale. L'impact fut également ressenti au sein de la Cour pénale internationale qui, face à l'ampleur du dossier, décida d'ouvrir une enquête. Ce processus, bien que long et complexe, marquait un tournant dans l'histoire juridique mondiale. Jamais une telle plainte n'avait été déposée contre un président américain en exercice. La CPI, institution censée juger les crimes de guerre et les violations du droit international, se retrouva à l'intersection d'un conflit de grande envergure. Ce n'était plus seulement un simple différend entre un petit pays africain et une superpuissance, mais un test pour la légitimité de la CPI elle-même. Le président Traoré savait que ce n'était que le début. Il avait anticipé les pressions diplomatiques et économiques que les États-Unis exerceraient sur le Burkina Faso. Mais au lieu de reculer, il multiplia les initiatives pour renforcer le dossier de son pays. Il ordonna à ses ministres et à son équipe juridique d'étendre la campagne de sensibilisation internationale. Des conférences furent organisées en Afrique, en Asie et en Amérique latine pour expliquer les enjeux de la plainte et sensibiliser les gouvernements à l'importance de soutenir la lutte pour la justice internationale. En parallèle, Traoré initia un dialogue discret avec des pays du Moyen-Orient et de l'Asie qui, eux aussi, subissaient les effets de l'hégémonie américaine. Le but était de créer un front commun capable de défier l'ordre mondial dicté par les puissances occidentales. L'objectif n'était pas de déclencher un conflit, mais de rééquilibrer les relations internationales en mettant en lumière les injustices historiques et contemporaines commises par les grandes puissances. Ce réseau de soutien commença à se former progressivement. Les petites nations, longtemps ignorées dans les affaires mondiales, commencèrent à voir dans l'action du Burkina Faso une occasion de revendiquer leur place sur la scène internationale. Le droit international devenait, pour elles, un outil non seulement de défense, mais de pouvoir. Et Traoré, en prenant cette initiative audacieuse, savait qu'il avait semé les graines d'un changement radical dans la manière dont les petites nations pouvaient défendre leurs droits face aux puissances coloniales modernes. Au fur et à mesure que l'affaire progressait, la résistance mondiale à l'initiative du Burkina Faso se faisait de plus en plus visible. Tandis que les États-Unis déployaient des efforts diplomatiques pour isoler le pays, une nouvelle dynamique se formait au sein des nations du Sud. De plus en plus de pays, autrefois hésitants à prendre position contre les grandes puissances, commencèrent à soutenir la démarche de Traoré. Les implications de cette plainte n'étaient pas seulement juridiques, elles étaient symboliques. Pour la première fois, un pays du Sud utilisait le droit international pour défier directement les actions impérialistes des puissances occidentales. Les grandes puissances occidentales, face à cette mobilisation croissante, commencèrent à se sentir acculées. Les États-Unis, bien que tentant de minimiser la plainte, durent faire face à un changement de ton dans les débats internationaux. Des voix auparavant muettes sur les injustices imposées par les interventions militaires américaines à travers le monde, commencèrent à s'élever. En Afrique, l'effet de la plainte se fit sentir dans les discussions politiques, notamment au sein de l'Union africaine. Plusieurs États membres prirent publiquement position en faveur du Burkina Faso, soulignant la nécessité de respecter la souveraineté des nations et de réformer les structures internationales injustes
qui permettait aux puissances mondiales de dicter leur volonté sans conséquence. Traoré, tout en étant un leader pragmatique, savait que l'objectif ne consistait pas seulement à remporter une victoire légale contre les États-Unis. Il cherchait à susciter un changement fondamental dans la manière dont le droit international était perçu et appliqué. Il voulait que cette plainte soit un point de départ, un catalyseur pour une révision de la justice internationale, qui jusqu'à présent avait largement favorisé les puissances coloniales et leur influence mondiale. L'impact fut rapide. En Amérique latine, des pays comme le Venezuela et la Bolivie exprimaient leur solidarité avec le Burkina Faso, voyant dans cette plainte un moyen de faire entendre leur voix face aux tentatives d'exploitation de leurs ressources naturelles. En Afrique, des forums juridiques furent organisés pour discuter de la manière dont les pays du continent pouvaient utiliser le droit international pour protéger leurs ressources et leur souveraineté. La plainte de Traoré devenait ainsi un appel à l'unité et à la prise de conscience globale. C'était une invitation à redéfinir les relations internationales sur des bases plus équitables, où les petites nations auraient leur place. Le dépôt de la plainte par le Burkina Faso et les preuves qu'il avait publiées commencèrent à transformer le discours international sur la souveraineté et l'impunité des grandes puissances. Le 7 septembre 2025, un événement inattendu se produisit à la Cour pénale internationale. Le document du Burkina Faso fut officiellement reconnu et enregistré. Cela marquait un tournant décisif dans l'affaire. Le monde ne pouvait plus ignorer les accusations formulées contre le président américain, Donald Trump, et les États-Unis se retrouvaient désormais sous le feu des projecteurs. Les diplomates américains tentèrent une nouvelle fois de minimiser la situation, mais l'impact de l'affaire était irréversible. Dans de nombreuses régions du monde, des manifestations de solidarité se multiplièrent. En Afrique, les citoyens se sentaient enfin représentés dans un combat pour la justice. Le message était clair, l'heure des grandes puissances agissant sans retour n'était plus. Les petits pays, autrefois pris dans l'ombre, commençaient à s'affirmer sur la scène mondiale. Traoré, bien qu'observant ce processus avec prudence, savait que la bataille juridique était loin d'être gagnée. Mais il avait enclenché un mouvement irréversible, un tournant dans l'histoire des relations internationales. À mesure que l'affaire du Burkina Faso progressait, les ramifications internationales devenaient de plus en plus évidentes. Les États-Unis, bien que déterminés à repousser l'initiative de Traoré, durent faire face à un phénomène qu'ils n'avaient pas anticipé, la montée en puissance d'un mouvement mondial. Le dépôt de la plainte et la publication des preuves juridiques ne furent pas seulement un défi pour Washington, mais un appel à l'action pour d'autres nations du Sud. Le monde commençait à se rendre compte qu'un petit pays enclavé d'Afrique pouvait, par la voie du droit, confronter les grandes puissances impérialistes. Le retour de la justice internationale sur le devant de la scène avait des conséquences immédiates. En Afrique, des dirigeants politiques commencèrent à repenser leurs relations avec les anciennes puissances coloniales, en particulier en ce qui concerne les ressources naturelles. Le Venezuela, l'un des premiers pays à exprimer sa solidarité, se retrouva soutenu par plusieurs nations latino-américaines qui voyaient en l'action de Traoré un modèle à suivre. La solidarité se transforma en une forme de résistance à l'impérialisme économique et militaire. L'impact fut également majeur en Europe et en Amérique du Nord. Si certains pays européens restaient prudents dans leurs déclarations, d'autres, plus progressistes, commencèrent à reconsidérer leur position par rapport aux États-Unis. L'affaire devint un point de discussion dans les forums internationaux, notamment au sein des Nations Unies. Des avocats et des experts en droit international précédemment muets sur les agressions militaires menées par les puissances occidentales, prirent la parole pour soutenir l'idée qu'une telle intervention devait être jugée pour ce qu'elle était, une violation flagrante de la souveraineté. Les experts en géopolitique commencèrent à voir dans l'action de Traoré un tournant dans la manière dont les petites nations pouvaient aborder la diplomatie mondiale. Jusqu'alors, le droit international semblait n'être qu'un outil, et je pense maintenant sans n'être qu'un outil au service des puissants. Mais la plainte du Burkina Faso était un signe clair. Les petites nations pouvaient également l'utiliser comme un levier pour défendre leurs droits. Dans le monde arabe, en Asie et en Afrique, des voix se levèrent pour soutenir la cause. La justice internationale n'était plus une notion abstraite,
mais un outil tangible. Le Burkina Faso, en défiant l'hégémonie américaine, avait montré la voie à d'autres nations vulnérables, prêtes à se lever contre les abus du pouvoir mondial. Les institutions internationales, autrefois perçues comme un terrain de jeu pour les grandes puissances, étaient désormais remises en question par les petites nations, qui réclamaient une nouvelle équité dans l'application du droit. Pour Ibrahim Traoré, ce n'était pas simplement une victoire diplomatique, mais un changement de paradigme. En confrontant un géant, il avait allumé une étincelle de rébellion dans le monde du droit international. Cette étincelle grandirait, allumant un feu qui changerait, espérait-il, à jamais l'équilibre des pouvoirs mondiaux. L'affaire déposée par le Burkina Faso à la Cour pénale internationale marque un tournant, mais elle ne constitue que le début d'un processus complexe et imprévisible. Alors que le monde attend de voir comment la CPI réagira face à cette plainte sans précédent, plusieurs scénarios s'offrent à l'avenir. Chacun de ces scénarios pourrait non seulement influencer l'évolution de cette affaire spécifique, mais aussi redéfinir l'équilibre des pouvoirs à l'échelle mondiale. Passons maintenant à une transformation globale du droit international. Dans le meilleur des cas, cette plainte pourrait entraîner une réforme profonde du système juridique international. Le Burkina Faso, en posant un précédent historique, pourrait inspirer d'autres nations à utiliser le droit comme un levier pour défendre leurs droits contre les grandes puissances. Ce scénario pourrait également entraîner un renforcement des mécanismes de justice internationale et une plus grande responsabilisation des États-Unis et d'autres pays puissants face aux violations de la souveraineté. Ce processus pourrait être soutenu par des alliances stratégiques entre les pays du Sud qui, ensemble, chercheraient à transformer les institutions internationales en véritables défenseurs de la souveraineté des nations. Considérons ensuite une victoire diplomatique, mais une résistance des grandes puissances. Un autre scénario envisage que le Burkina Faso gagne en justice sur le plan diplomatique, mais que la CPI, sous la pression des États-Unis et d'autres grandes puissances, adopte une approche timide. Bien que l'affaire soit examinée et que la communauté internationale reconnaisse l'importance de la plainte, il est possible que des compromis soient faits, réduisant ainsi l'impact concret de cette action. Cela pourrait donner lieu à un rejet symbolique des grandes puissances, mais sans bouleverser l'ordre mondial. Cependant, ce scénario permettrait tout de même aux petites nations d'obtenir un certain niveau de reconnaissance juridique et diplomatique. Enfin, examinons un retour à l'impunité des puissants. Un scénario pessimiste envisage que, malgré la force des preuves et la solidarité croissante autour du Burkina Faso, les États-Unis parviennent à étouffer l'affaire. La CPI pourrait, sous la pression internationale, classer l'affaire sans suite ou prendre une décision favorable à Washington, permettant ainsi aux grandes puissances de maintenir leur impunité. Si cela se produit, la perception du droit international comme outil de justice pour les petites nations serait gravement érodée, et les États-Unis, forts de leur position dominante, pourraient continuer à dicter leur volonté sans crainte de conséquences légales. Dans chacun de ces scénarios, l'avenir du Burkina Faso et d'Ibrahim Traoré sera façonné par la réaction mondiale. La manière dont la communauté internationale réagira à cette plainte déterminera si le droit international deviendra un instrument véritablement équitable pour défendre la souveraineté des petites nations, ou si l'impunité des puissances continuera à prévaloir. Si l'affaire du Burkina Faso et la plainte déposée par Ibrahim Traoré ont fait couler beaucoup d'encre dans les cercles diplomatiques, leur véritable impact s'est fait sentir bien au-delà des négociations politiques et des débats juridiques. L'affaire a résonné au sein des peuples, en particulier en Afrique, en Amérique latine et dans d'autres régions du Sud global. Traoré, en posant cette question fondamentale à la communauté internationale, a réussi à mobiliser les citoyens ordinaires, souvent ignorés dans les discussions géopolitiques. Les médias africains ont largement couvert l'affaire, donnant aux citoyens l'impression d'être enfin représentés sur la scène mondiale. Les voix des jeunes, des étudiants et des activistes ont pris de l'ampleur, organisant des manifestations et des discussions publiques sur la justice et la souveraineté. L'affaire est devenue un symbole de lutte pour la dignité et les droits des petites nations face aux grandes puissances. Les populations des pays du Sud ont vu dans cette plainte un acte de résistance, un modèle d'autonomisation juridique qui pourrait inspirer des actions similaires dans leur propre pays.
En Amérique latine, la solidarité fut également forte, le Venezuela, déjà en conflit avec les États-Unis, rejoignant rapidement la cause du Burkina Faso. Des manifestations de soutien se sont multipliées, non seulement dans les capitales, mais aussi dans les zones rurales, où les populations ont commencé à comprendre que la justice internationale pouvait, en théorie, être un outil pour défendre leurs intérêts. Cela marqua un changement dans la perception du droit international. Au lieu d'être un instrument utilisé pour maintenir l'ordre mondial tel qu'il était, il devenait un moyen de revendiquer un nouvel équilibre des pouvoirs. L'affaire du Burkina Faso ne marque pas la fin de la lutte pour une justice internationale équitable, mais plutôt le début d'un long et complexe chemin vers une réforme mondiale. Si le dépôt de plainte de Traoré a créé un précédent, il n'en reste pas moins que l'institution de la Cour pénale internationale et d'autres organismes internationaux sont loin d'être parfaits. Le défi réside dans la capacité des petites nations à maintenir la pression et à forcer un changement systémique dans la manière dont les puissances mondiales sont tenues responsables de leurs actes. Pour les pays du Sud, cette affaire est une opportunité rare de faire entendre leur voix sur la scène mondiale. Cependant, le chemin reste semé d'embûches. Le système international dominé par des puissances comme les États-Unis et leurs alliés reste extrêmement difficile à défier. Les grandes puissances ont encore la capacité d'influencer de manière significative les décisions des institutions internationales, ce qui pourrait limiter l'impact réel des plaintes, comme celle du Burkina Faso. Pour que le droit international devienne véritablement un outil au service des nations plus petites, il est essentiel que ces pays forment des alliances solides et continuent à faire pression sur les institutions internationales pour qu'elles deviennent plus transparentes et justes. Ibrahim Traoré, en portant cette action à l'échelle mondiale, a éveillé la conscience de nombreux dirigeants et citoyens des pays du Sud. Si cette prise de conscience se transforme en un mouvement global, alors l'avenir de la justice internationale pourrait bien connaître une transformation. Mais comme toujours, le changement prendra du temps, et les petites nations devront continuer à se battre pour que le système soit réformé de manière à garantir une véritable égalité pour tous. L'héritage d'Ibrahim Traoré va bien au-delà de la simple action juridique qu'il a menée. Son audace a ravivé l'espoir d'une justice mondiale plus équitable et a montré que même les petites nations peuvent se défendre contre l'impunité des puissants. En défiant les États-Unis sur la scène internationale, Traoré a ouvert une brèche dans le système international, un système qui, pendant trop longtemps, a favorisé les grandes puissances tout en ignorant les droits des nations plus vulnérables. Cette action symbolique a eu un effet bien plus large qu'un simple précédent juridique.